Alors, l'industrie française, elle a complètement changé de visage. La question, c'est de savoir comment on est passé des mines de charbon bien sombres, bien poussiéreuses, aux salles blanches ultra modernes des pôles de haute technologie. C'est ce voyage qu'on va faire ensemble. Quand on pense à l'industrie française, on pense à quoi? Souvent, à des symboles. Et franchement, difficile de faire plus iconique que le Bibendum de Michelin, non? Michelin, c'est l'exemple parfait. Ces grandes marques n'ont pas seulement battu une économie, elles ont carrément forgé l'imaginaire collectif. C'est bien plus que de simples usines, c'est une vraie part de l'identité du pays. Alors, voilà comment on va dérouler tout ça. D'abord, on va plonger dans l'héritage du passé. Ensuite, on verra le grand tournant industriel. Après, direction la connexion mondiale. Et pour finir, on regardera comment on essaie de construire l'avenir. Allez, c'est parti pour la première partie. On remonte le temps, direction le 19e siècle. C'est là que tout commence vraiment. À cette époque où la puissance d'une nation, elle se mesurait à la fumée de ses cheminées et au vacarme de ses machines. C'était ça, le Made in France originel. Au 19e siècle, la logique, elle est hyper simple. Si on veut de l'industrie, il faut du charbon. Point. Donc la carte de l'industrie, en fait, c'est la carte des mines. Les usines sont venues se coller, littéralement, au gisement. C'est comme ça qu'on a vu naître ces énormes bassins industriels dans le Nord-Lorraine ou vers Saint-Étienne. Et tout tournait autour de deux activités principales, la sidérurgie et la filature. Et ces deux secteurs, c'était vraiment les deux poumons de l'économie. D'un côté, on a la sidérurgie, la puissance à l'état pur. C'est l'acier qui va construire les ponts, les chemins de fer, les machines, bref, le squelette du pays. Et de l'autre, le textile. Là, on parle d'une véritable armée de travailleurs qui produisaient de quoi habiller la France et même une bonne partie du monde. Ok, donc on a ce paysage bien établi qui tourne à plein régime sur le charbon et l'acier. Sauf que tout ça va être percuté de plein fouet par un défi immense, un truc qui va absolument tout changer. Une vraie onde de choc, oui. Et le mot qui va tout faire basculer, le voilà, délocalisation. L'idée est d'une simplicité redoutable. En gros, pourquoi est-ce qu'on s'embêterait à produire ici si on peut faire exactement la même chose pour beaucoup moins cher ailleurs? Et cette logique purement économique, elle va passer comme un bulldozer sur l'industrie française en démantelant pièce par pièce tout ce qui avait été construit. Forcément, la conséquence sociale, elle est immédiate et elle est terrible. Faut imaginer des régions entières qui vivaient au rythme des usines. Et du jour au lendemain, les portes se ferment. C'est la fin de la sidérurgie, la fin du textile. Et derrière, qu'est-ce qui reste? Un chômage de masse, des familles entières sans aucun avenir. C'est ça le vrai drame humain de la désindustrialisation. Alors ça pose une question essentielle, non? Comment on fait quand le cœur économique de toute une région s'arrête de battre? Comment on fait pour se réinventer à partir de rien, ou presque? C'est tout l'enjeu de ce qu'on va appeler la reconversion. Face à ce désastre, il a bien fallu trouver des solutions. Et cette stratégie de reconversion, elle s'est déroulée en gros en 3 temps. Premier acte, on essaye d'attirer de nouvelles industries, comme l'automobile, la mécanique. Deuxième acte, et ça c'était vraiment crucial, il fallait aller chercher de gros investissements étrangers. L'exemple type, c'est Toyota qui vient s'installer près de Valenciennes. Et troisième acte, que fait-on de toutes ces usines abandonnées, de ces friches industrielles? L'idée, c'est de les transformer en quelque chose de nouveau. Et pour illustrer ça, il y a un exemple qui est juste incroyable. C'est à Saint-Étienne, une ancienne manufacture d'armes, un lieu qui fabriquait des fusils, a été complètement transformé pour devenir la cité du design, un temple de la créativité. C'est la reconversion à son meilleur. On prend l'héritage industriel du passé et on s'en sert pour bâtir l'avenir. On attaque maintenant la troisième partie. Et là, un nouvel élément débarque et va encore une fois complètement rebattre les cartes de l'industrie. Cet élément, c'est la mondialisation. La mondialisation, qu'est-ce que c'est au fond? C'est cette accélération dingue du commerce et des échanges partout sur la planète. Et pour l'industrie, ça change tout. La question principale, ce n'est plus de savoir où est le charbon, la question c'est comment je me connecte le plus facilement possible au reste du monde. Du coup, la logique est complètement inversée. Fini le temps où on construisait l'usine à côté de la mine, maintenant on construit l'usine au bord de la mer. Les nouveaux centres névralgiques de l'industrie, ce sont les grands ports. Ces espèces de hubs géants où les bateaux du monde entier arrivent pour décharger des matières premières et repartir avec des produits finis. Ces zones, elles ont un nom un peu technique, les ZIP, pour zones industriello-portuaires. Et leur fonctionnement, c'est un modèle d'efficacité. Imaginez, d'un côté du port, les énormes bateaux arrivent et déchargent les matières premières venues de partout, du minerai, du pétrole, du gaz. Et juste à côté, on a construit des usines gigantesques pour transformer tout ça sur place. Hop, le pétrole part à la raffinerie pour faire du carburant, les autres produits vont dans la pétrochimie pour faire du plastique. Tout est intégré, tout est optimisé.
Et en France, cette nouvelle carte de l'industrie, elle se dessine autour de 4 points stratégiques. Ce sont nos 4 grandes portes d'entrée sur le commerce mondial. On a Marseille, sur la Méditerranée, et puis sur la façade ouest, Saint-Nazaire, Le Havre et Dunkerque. Allez, on passe au dernier chapitre de cette histoire. On va parler du présent et surtout du futur, la nouvelle course à la haute technologie avec tous les défis que ça représente. Alors, l'industrie de demain, elle ressemble à quoi? Eh bien là, il faut le dire, la France a de vraies pépites. Des secteurs où elle est carrément dans le top mondial. On pense tout de suite à l'aéronautique, bien sûr, avec Airbus, à l'aérospatiale aussi, avec les fusils Ariane. Mais il ne faut pas oublier des domaines peut-être moins connus, mais tout aussi en pointe. L'imagerie médicale, le nucléaire, les nanotechnologies. Sauf que là, la ressource clé, ce n'est plus le charbon qu'on va chercher sous terre, c'est le cerveau. Le vrai carburant de cette nouvelle industrie, c'est l'intelligence, le capital humain. On ne cherche plus des bras, mais des têtes bien faites, des ingénieurs, des chercheurs, des développeurs, avec des diplômes à n'en plus finir. Le souci, car il y a un souci, c'est que pour rester dans la course, il faut mettre le paquet sur la recherche et développement, la fameuse R&D. Et là, soyons clairs, la France est un peu à la traîne. Nos entreprises investissent moins que les américaines ou les japonaises. Et dans cette compétition mondiale, c'est un énorme handicap, un vrai talon d'Achille. Alors comment on fait pour essayer de combler ce retard? L'État et les régions ont une idée, créer ce qu'on appelle des technopoles. Le principe est simple. On va regrouper au même endroit tout ce qui fait l'intelligence d'un pays. On met les entreprises de haute technologie, les laboratoires de recherche, les universités, les grandes écoles, et on espère que de cette concentration va naître l'innovation. Et des exemples, on en a des très connus. Le plus ancien, le pionnier, c'est Sophia Antipolis, près de Nice. Et puis plus récemment, il y a le projet géant de Paris-Saclay, qui a l'ambition, ni plus ni moins, de devenir une sorte de Silicon Valley française, en rassemblant les plus grandes écoles d'ingénieurs du pays. Et tout ça, ça nous amène à une question finale, une question de fond. L'avenir du Made in France, il se joue où? Est-ce que c'est dans les technopoles, comme Sophia Antipolis, ou est-ce que c'est dans la préservation de nos vieux hauts fourneaux, classés monuments historiques? Est-ce que c'est cette course folle à l'innovation ou la mise en valeur d'un héritage, d'un savoir-faire unique? Le vrai défi, finalement, c'est peut-être de ne pas avoir à choisir. C'est de réussir à faire coexister et dialoguer ces deux visages de l'industrie française.